Ma lecture des apprentissages de Tricophile, il est double parce que d'une part, l'expérience de Tricophile, cette expérience d'autogestion soutenue par le mouvement syndical, par la population, quand j'étais jeune à l'époque, je me rappelais, tu sais, d'acheter des chandails Tricophile, même si j'avais pas assez d'argent, mais c'est pas grave, tu sais, on avait cette volonté-là. Donc, c'était une expérience qui était vraiment inspirante. De l'autre côté, ce que je regrette énormément, et je trouve qu'on traîne encore comme boulet 50 ans plus tard, c'est le bilan qui a été fait par des acteurs du mouvement syndical, notamment la FTQ, pour dire que on avait trop mis sur le dos des travailleurs et parce qu'ils ont perdu leur emploi. Ensuite, évidemment, quand la coop a fermé, bon, ils ont perdu pour une deuxième fois. Donc, ce qui était soi-disant, la leçon de ça, c'était qu'il fallait plus que les travailleurs portent ça seuls, il fallait mutualiser. Mais mutualiser au point où ce qui ne devrait jamais être majoritaire dans une entreprise. Donc, dans l'ADN de la création du Fonds de solidarité, qui était 1 an après la fermeture de Tricophile en 82, toute la structure et les propositions de financement étaient basées sur le fait que les travailleurs ne sont jamais majoritaires dans une entreprise, que ce serait une entreprise privée avec une participation du mouvement syndical, du financement du Fonds de solidarité, avec des travailleurs qui pouvaient être au conseil d'administration, etc. Donc, tous les principes de base de la coopération de travail ont été écartés de cette initiative, qui est une initiative géniale, le Fonds de solidarité, mais qui malheureusement c'est limité à un actionnariat plus classique. Je dis, on a aussi au Québec un lieu où avec la présence d'un mouvement syndical très fort, on a un des taux de syndicalisation le plus haut, en tout cas d'un peu partout, certainement en Amérique du Nord et en Europe. Et donc, la reconnaissance de l'importance de la force du travail. Alors, jusqu'à un certain point, la coopérative de travail, elle représente ces deux courants qui sont très forts au Québec. Elle a donc non seulement un passé, mais elle a un potentiel absolument incroyable pour l'avenir si on est capable de le supporter, de le faire connaître, de l'outiller, de mobiliser un écosystème en faveur de la coopération de travail. On arrive vraiment à redéfinir tellement de rapports de société à l'intérieur de l'entreprise qu'il y a un enjeu de comprendre non seulement d'où il vient, mais de comprendre surtout où il peut s'en aller. Et je pense qu'il peut aller loin. C'est le travail, évidemment, du réseau, mais c'est le travail de l'ensemble du mouvement d'économie sociale de faire connaître davantage l'option de la coopération de travail comme une voie d'avenir. Et à mon avis, elle le représente très bien. Si on peut se permettre de rêver dans 20 ans où serait la coopération de travail, encore une fois, je ne peux pas rêver de la coopération isolée du reste de la société. Et on est dans un processus où il faut accélérer cette transition socio-écologique qui doit nécessairement s'appuyer sur une autre logique économique. Les experts du GIEC l'ont dit, on ne règle pas le problème climatique sans changer de logique. La logique de la coopération de travail, on pourrait rêver, espérer et travailler pour que ça arrive à ce que ça devienne une logique qui est plus une habitude, plus la norme dans le milieu de travail que ce qui est aujourd'hui, ce qui sont les structures hiérarchiques. Et on voit déjà ça même dans le privé. Il y a cette mouvance pour re-questionner les structures hiérarchiques de l'entreprise. Ben, la coopération de travail, il fait pas juste repenser, rêver à ça ou imaginer ou tester. C'est l'essence même, c'est de redéfinir les rapports et les relations de travail d'une façon non hiérarchique. Donc, je crois que dans une vision de transition socio-écologique, la coopération de travail pourrait jouer un rôle central et structurant dans cette nouvelle logique économique.